Donc on va continuer la partie 4 et on va voir un petit peu le langage XML. Donc ça va être utile. Donc l'Extensible Markup Language est généralement appelé XML, langage de balise extensible en français, est un métalangage informatique de balisage générique qui est un sous-ensemble du Standard Generalized Markup Language, le SGML. Sa syntaxe est dite extensible car elle permet de définir différents langages avec pour chacun son vocabulaire et sa grammaire, comme le XHTML, le XSLT, le RSS, le SVG, et c'est reconnaissable par son usage de chevrons, encadrant le nom des balises. Donc c'est un peu comme le HTML ou le CSS, ça fonctionne avec des balises. On ouvre, on ferme les balises. L'objectif initial de XML est de faciliter l'échange automatisé de contenus complexes, armes, textes enrichis, etc., entre systèmes d'information hétérogènes, donc c'est l'interopérabilité, comme on dit, avec des outils et des langages associés. Une application XML respecte généralement certains principes. La structure d'un document XML est définie et validable par un schéma. Donc ça, on le verra. Et un document XML est entièrement transformable dans un autre document XML. Et on commence toujours généralement par le numéro de version et l'encodage. Et ça, on appelle ça un prologue. Donc ça, toutes ces notions, on va les survoler rapidement, histoire de comprendre un peu avant de passer à l'attaque, à la double attaque XXE. Donc, on va voir que c'est une faille qu'on peut utiliser, qui est une vulnérabilité au niveau des parseurs XML, et donc qui génère et qui traite toute la data. Et on peut abuser via du script malicieux et accéder encore une fois à des informations qui ne sont pas autorisées, donc exécuter du code arbitraire. Donc je vais vous montrer l'exo, je vais me connecter tranquillou. Ok, donc là j'ai mon VPN, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc on continue Lost Wasp Top 10, et là c'est la partie 4. Donc cette fois-ci, c'est l'XML External Entity. Donc en gros, on va parser des données via une faille XXE au niveau du XML parser, et ça va contourner les systèmes de défense, et on va lui demander par exemple d'accéder à ETC PassVD, le PassVD qui est dans l'arborescence ETC, qui contient tous les mots de passe. Et via cette attaque, donc, on va pouvoir accéder à des données qui ne sont pas autorisées, ou éventuellement faire du déni de service. Donc bloquer la machine avec une attaque DOS. On peut également faire une attaque qui s'appelle le Server Side Request Forgery, le SSRF. Donc on va se servir d'une application web pour faire des requêtes vers d'autres serveurs distants. Ou on a d'autres types d'attaques aussi qui s'appellent les cross-site scripting. C'est pareil, on va utiliser des failles sur un serveur pour attaquer un autre serveur. Donc les XXE, pardon, peuvent permettre aussi, si vraiment on a la main sur la machine, de pouvoir faire du port scanning et envoyer, exécuter du code arbitraire. Donc on voit vraiment que c'est une faille puissante, et ça permet de prendre la main, exfiltrer des données et s'en servir comme un botnet. Donc il y a deux types de XE, XXE. Il y a les OOB XXE, donc c'est out of band, donc hors bande, et il y a les in-band. Les in-band, entre guillemets, c'est les plus simples, parce que dans les in-band, en gros, l'attaqueur peut recevoir immédiatement la réponse de la charge utile. Donc il n'aura pas besoin de créer, comme c'est le cas dans une out of band, donc hors band, une attaque hors band, on l'appelle blind, aveugle,
parce que justement, on n'a pas de réponse immédiate de l'application web et l'attaquant doit donc transférer toute la sortie euh, du payload via un listener ou via un fichier ou sur un serveur pour héberger tout ce qui est exfiltré et qui est généré sur la machine distante piratée. Donc, deux types d'attaques, inbound, outbound, et le XML. Donc, l'avantage, c'est qu'il est indépendant des plateformes, c'est un langage de programmation aussi indépendant, et donc, c'est ce qui permet l'interopérabilité. Ça permet de se connecter à n'importe quel ordinateur via du XML. Il peut lire et déchiffrer. Lire et écrire, pardon. Et donc, le principe aussi, c'est qu'il fallait que ça soit quelque chose de très simple et on peut utiliser donc ce qu'on appelle un schéma et un DTD. Donc il y a des fichiers DTD, on va voir plus tard en quoi ça consiste. Et ça permet en grosso modo aussi que ça soit intelligible par une personne, à la fois lisible par un être humain et à la fois lisible et compréhensible, intelligible par une machine. Donc c'est l'avantage du XML. Donc il y a tout le temps le core, ce qu'on appelle le root, avec le prologue. Le prologue, c'est au-dessus, on voit que c'est la version, il définit la version, il nous dit XML version 1.0 et c'est encoding en UTF-8. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Que, eh ben, on a un des éléments qui s'appelle mail et ensuite on a les parents et on a le parent, c'est mail et on a les enfants et on a quatre enfants, quatre éléments enfants, c'est to, from, subject, text. Et chacun ont une valeur. Text a ce string et qui est teach about XXC. Donc là, on ouvre texte, on ferme texte. On ferme subject, on ouvre subject. On voit qu'à chaque fois, il faut penser à bien ouvrir, fermer les balises. C'est le principe de fonctionnement. Et pareil, c'est case sensitive, donc c'est sensible à la casse. Si vous mettez une majuscule, forcément, ça sera pas la même chose que si vous mettez une minuscule. Donc, voilà. To et to, là, c'est pas pareil. Donc, la version longue du XML, vous entendrez tout le temps parler de XML, mais c'est l'Extensible Markup Language. Est-ce que c'est obligatoire, compulsory? Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est comment dire, un protocole pour bien faire de généralement mettre le prologue tout en haut. C'est la première chose que vous verrez, mais c'est pas obligatoire. Donc oui, comment on valide les fichiers XML via un schéma et qu'est-ce qui spécifie la version du XML et son encodage? Eh ben c'est le XML Prolog. C'est celui qu'on a vu qui est tout le temps en haut. Et en effet, samedi version 1.0 est encodé en UTF-8. Donc le DDT. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc il y a trois quatre notions à comprendre rapidement. Euh, donc le DDT déjà, ça veut dire Document Type Definition, donc définition de document type, et ça a une structure et des éléments nominatifs pour pouvoir appeler les différents attributs dans un fichier XML. Donc on a un fichier qui s'appelle note, c'est un fichier DTD, donc il se termine par note.dtd, et là-dedans on voit qu'on a doctype, point d'exclamation élément, point d'exclamation doctype, on a, et c'est tout. Donc le doctype, déjà, ça définit un élément parent, racine, du document. Là, on définit une note qui s'appelle note. Donc un fichier note.dtd qui s'appelle note. Et on définit d'abord le document. Dedans, on va mettre plusieurs éléments. Donc, point d'exclamation élément, c'est la note. Là, c'est encore une note qu'on définit et ça contient donc quatre éléments, to, from, heading et body. Ensuite, il y a quatre autres points d'exclamation element, c'est des éléments qui définissent les quatre variables, to, from, heading, element. Et à chaque fois,
on leur applique la variable PC data. Donc ça va venir récupérer les données en entrée et après les sortir, les enregistrer. Donc doctype, tout le temps, ça permet de définir la nature, le corps du document. Et avec des points d'exclamation tout le temps devant et element, là, on a différents éléments. Donc, on a créé 4 éléments et ça fait partie de la note. Donc, on voit que c'est un briquet. On a 4 éléments, to, from, heading, element, qui sont dans l'élément note. Et en effet, on voit bien qu'on a 4 valeurs qui sont des strings. On a to, from, heading, body. Et là-dedans, cet élément est contenu dans le doctype qui s'appelle note. Et donc, vous avez des entités aussi. Donc, les entités, ça permet de définir une nouvelle entité. Est-ce qu'on les utilise là dans l'exemple? Non. Mais vous pouvez aussi utiliser, voilà, entity. Donc, les trois grands qu'on voit souvent, c'est element, doctype, entity. Et donc, pour rappel, le PC data, ça veut dire que ce sont des données à base de chaînes de caractères, des caractères qu'on peut parser. Un peu comment on dit, trier, parser, bon, à force de faire des anglicismes, c'est le problème. Ouais, analyser. Bon. Donc voilà, très simplement, comment ça fonctionne. On a notre prologue, on a notre doctype qui s'appelle note. Il veut récupérer tout ce qui est système et on a notre schema, c'est le note.dtd. Donc là, c'est une définition du fichier dtd et du prologue. Ensuite, on rentre dans le corps, on a note, on a 4 éléments qui sont compris dans l'élément note. Et cet élément note est compris dans le document note.dtd. Donc, comment ça fonctionne? On peut en effet écrire un petit script XML, très simple, sans se prendre la tête. D'ailleurs, je vais peut-être déployer la machine, ce sera fait. Voilà. Donc là, si on regarde bien, qu'est-ce que fait cette charge? Cette charge utile est simple, elle est pas malicieuse. Elle va demander en fait de mettre en pratique ce qu'on a vu. Donc on fait un doctype, ok, on l'appelle replace. Là-dedans, on veut quoi? On veut une entité. L'entité, on va l'appeler name, ok, nom, et on va la définir. La variable, elle s'appellera fist. Donc fist la valeur fist va être donné à name, qui est une entité qui est compris dans le doctype qui s'appelle le replace. Et là-dedans, on a deux éléments. On a donc notre premier élément qui est là, et notre deuxième élément constitué lui-même de deux autres éléments. Donc on a l'user info, on n'oublie pas de fermer la balise, et dans cette balise, on a deux autres balises, deux variables. On a first name, last name. La première est définie, on lui donne la valeur. Une valeur, c'est un string, des caractères. Les caractères, il y en a 5, c'est Falcon. 6, pardon. Et là, par contre, on définit la variable en appelant le nom de la variable. Donc, au lieu de mettre, par exemple, Falcon Fist, on aurait pu mettre Fist directement. Et ben là, on lui dit, eh ben, tu vas a person name, c'est-à-dire, tu prends, comment dire, l'attribut name. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de programmation, j'ai oublié les termes. Désolé, je vais passer pour un gland, euh, mais en gros, voilà, l'attribut name, tu vas récupérer la valeur. Quand tu vois a person name, c'est la valeur de name. Quand tu vois a person first name, c'est la valeur, s'il avait été défini, de first name. Donc là, automatiquement, il va aller récupérer la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est fist. Donc si on avait écrit fist ici, ça aurait marqué aussi. Mais là, c'est bien pour vous montrer que on déclare une valeur fist pour l'attribut name. Et après, on peut mettre deux variables. Et si on lui demande de récupérer la valeur de la variable, forcément, vu qu'on l'a déclarée en haut, il va la récupérer automatiquement. Donc là, ça va afficher Falcon Fist.
Donc ça, c'est bien. Ça nous permet d'afficher des noms. C'est cool. C'est des prints sur la machine. Mais nous, comment on peut militariser ça? Comment on peut, comment dire, s'en servir à des fins malicieuses pour faire du hacking, tout simplement. Donc le XXE, on va faire exactement pareil, mais on va faire très très simple. Donc cette fois-ci, on passe sur un payload malicieux. Là, par contre, on fait de l'attaque. On n'affiche plus des noms. On va carrément demander d'afficher cette fois-ci le fichier passvd qui est contenu dans ETC sur Linux pour récupérer l'ensemble des utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Balise très simple XML. On fait notre prologue minimum avec juste la version. L'encodage, on n'en a rien à faire pour l'instant. Ensuite, on déclare notre doctype et on va l'appeler root. OK, parce qu'on veut être root. Et ensuite, là-dedans, un briquet, on va créer une nouvelle entité. On va lui demander de lire tout ce qui est système. Donc système, pour rappel, c'est tout ce qui est root sous Linux. Et là, on va lui donner une valeur, c'est un chemin. Le chemin, il sera contenu dans un fichier. On définit le fichier, file, le point. Et là, comme c'est en string, c'est 3 et pas 2, parce que c'est à partir de la racine et ensuite etc passvd. Et donc on fait aussi un pipe, enfin on sort pardon de la balise et on redirige la sortie grâce au chevron. Et on demande donc en tant que root de lire la valeur de read. Read, la valeur c'est système. Et système, il va aller récupérer la valeur du fichier qui s'appelle passvd et qui est contenu dans etc passvd. Donc, on voit bien que là, ça peut nous permettre de faire des petites choses assez folles. Donc, on va aller sur notre serveur, tranquillou, et on va voir comment ça se passe. Donc là, j'ai en effet un champ de recherche, une mire de connexion, un search. Je peux m'en servir. Donc, on va se servir du payload area, donc l'aire de charge utile. Donc, c'est un bouton très simple, une mire, et vous pouvez mettre du texte, champ texte dedans, et vous pouvez valider. Donc, très très simple. Et si je vous montre là. Voilà. Donc, on a un body. Le head, oui, il a mis son bootstrap. Bon, la taille à la limite. Mais après, le body, c'est un header, un main class. Voilà. Une div, un, le form, avec la mise en place du bouton. Et on clôture et on termine notre page HTML. Donc vous voyez, c'est ultra simpliste. Donc maintenant, si je me base à ce qu'on a vu précédemment, ça veut dire qu'avec ça, je peux faire peut-être une attaque. Ok, je l'exécute. Et là, bim, on voit bien qu'en effet, on a exécuté le code, il a été interprété par la machine, et l'attaque XXE nous permet d'accepter au fichier contenant tous les utilisateurs du serveur. Et là, on voit qu'on a un Falcon. Tiens, c'est peut-être d'ailleurs notre ami Falcon. Donc, on va voir, on va faire l'exercice rapidement. Donc, sur le DDT, on avait tout revu. Sur le XXE, là, on passe à l'attaque. Donc, là, je vous ai montré les bases. Maintenant, on va voir l'exploitation proprement dite. Donc, là, c'est bien. Ça nous affiche plein de trucs. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire plus vicieux et lui demander l'ID RSA?
Il veut pas le prendre. Donc là, on a vu qu'on avait Falcon en fait. Et Falcon, bah, il est dans. On a vu que c'était Home Falcon. Donc, il a son Home. Il s'appelle Falcon. Moi, c'est Home Saltimbanque. Lui, c'est Home Falcon. Et on a vu que donc il y avait son bin bash. Donc, vous savez qu'à la racine, quand vous vous connectez, eh ben, il y a un fichier caché qui s'appelle SSH. Et quand vous avez généré votre clé, il y a un fichier qui s'appelle RSA. Voilà. Et là, le petit problème, c'est qu'on vient de taper la clé privée du serveur. Donc là, ça peut être un petit peu costaud. Donc ça, on va se l'enregistrer gentiment, j'ai envie de dire. Et donc là, je vais copier ma longue, très très longue clé. Je fais un écho, je prends mon texte, je le pipe, ensuite je fais un cut. Et là, je vais le découper en fait. Et je vais lui demander, tu vas me prendre à partir des 64 premiers. Donc ça va faire -C1, -64. Et là, j'ai 64 caractères. Donc vous voyez comment vous pouvez découper, demander de prendre des bouts, des parties. Donc avec la commande 4, ça peut être vachement utile.